On va discuter aujourd'hui de la partie sur les transferts thermiques. Donc on a vu déjà qu'est-ce que c'était qu'une évolution, une transformation, qu'est-ce que c'était qu'un transfert énergétique sous forme de travail, un travail mécanique. Et maintenant on s'intéresse à la partie thermique qui a fait l'origine de la thermodynamique et qui pose parmi les plus grandes questions et les plus grandes difficultés dans le domaine. Alors, déjà, on se rend compte qu'en fait, il y a des transferts d'énergie qui peuvent se faire de manière non ordonnée. Le travail, c'était un transfert ordonné d'énergie. Vous aviez les molécules qui étaient toutes soumises à une force et donc avec la vitesse globale, vous pouviez déterminer un travail mécanique global sur l'ensemble de votre système. Au contraire, les transferts thermiques, ce sont des transferts qui sont des transferts désordonnés, des transferts qui se font avec un travail mécanique moyen qui va être nul. Et donc, il faut une autre manière de parler de ces transferts, une manière de donner de l'énergie à votre système qui ne soit pas purement mécanique comme on l'a vu jusqu'à présent. Alors, il y a plusieurs origines pour les transferts thermiques. Vous avez déjà une première manière de faire un transfert thermique, c'est un transfert thermique par conduction. Conduction thermique. Donc par exemple, si vous prenez quelque chose qui est à une température T1 comme de l'eau chaude et vous le mettez en contact avec un machin qui est à température T2 de l'eau froide ou votre main au travers d'un barreau métallique, donc un barreau métallique conducteur, vous allez avoir un transfert thermique qui va se faire de la source chaude vers la source froide. Donc il va y avoir tout un flux thermique, il y a tout un pan de l'aspect qui est consacré à l'étude de ces flux thermiques et à la diffusion de la chaleur pour voir comment est-ce que ça va fonctionner. Alors vous verrez d'ailleurs qu'il y a pas mal de choses qui se rapprochent de l'électricité. Une différence de température, ça va être l'équivalent d'une différence de potentiel. Le flux thermique va être l'équivalent du courant électrique. Et puis on va définir ce qu'on appelle une résistance thermique qui caractérisera la difficulté qu'il y a pour une certaine différence de température de transmettre effectivement un flux thermique au travers. Mais bon, la conduction, c'est quelque chose qui est relativement naturel puisque quand vous touchez, vous savez bien que si vous mettez la main sur une plaque chauffante, vous allez vous brûler par conduction directe avec la surface de votre main. Et donc c'est le premier aspect le plus simple et le plus direct. Alors, deuxième manière de transmettre une énergie sous forme thermique, c'est un transfert par rayonnement. Donc quand vous avez une source chaude, donc un soleil par exemple, il y a émission de photons qui vont vous permettre, et une fois qu'on les récupère, ces photons, qui vont vous permettre de récupérer l'énergie sous forme thermique. Donc les photons sont émis, tapent une surface, et l'énergie qui était stockée dans le photon, on verra dans le chapitre sur la mécanique quantique en toute fin d'année ce qui va se passer, l'énergie qui était stockée dans le photon est récupérée par le corps sur lequel s'est écrasé le photon, et vous pouvez avoir transmission d'énergie comme ça, même au travers de vide. Donc vous avez le vide, vous avez votre corps, et puis hop, vous pouvez récupérer de l'énergie de l'autre côté. Alors ça, c'est ce qui est notamment utilisé dans les fameuses caméras thermiques. Il y a notamment dans l'expérience sur le CO2 avec Experiment Boy, il parle de ces caméras thermiques, il l'utilise pour visualiser la baisse de température. Là, par exemple, vous avez des images qui ont été prises à la caméra thermique et pour lesquelles on a le fait de prendre une roue de vélo et de freiner, vous voyez que ça laisse une traînée plus chaude et donc avec émission de photons, et puis la partie basse du vélo, et elle aussi permet d'émettre plus de lumière du fait de cet échauffement thermique et de ce rayonnement. Alors ce rayonnement, il y a des noms de lois que vous allez voir l'année prochaine, la loi de Stefan, la loi de Wien, qui traduisent traduisent le caractère d'émission d'énergie sous forme de rayonnement. Il y a un lien vers une petite vidéo de y penser dans les notes de cours que je vous invite à regarder si jamais j'oublie de le mettre à cet endroit-là. Donc ça, c'est la
deuxième manière de transmettre une énergie sous forme thermique. Et puis vous en avez une troisième qui est ce qu'on appelle la convection. Et quand vous avez de la convection, c'est l'idée que vous transmettez votre énergie en déplaçant de la matière. Vous emmenez la partie chaude à un autre endroit, vous l'homogénéisez et ça vous fait la convection. Donc la convection, par exemple dans une maison, c'est comme ça que marchent les radiateurs. Vous avez un radiateur qui est installé sur le côté, vous avez de l'air froid qui arrive sur le radiateur, il s'échauffe, il prend de l'altitude, il repasse et puis ensuite il se mélange à l'ensemble de votre pièce et donc la chaleur qui est dégagée, le transfert thermique qui est donné par le radiateur à l'ensemble de votre pièce va être réparti grâce à ce phénomène de convection qui va en fait mélanger les particules qui ont pris de l'énergie. Repensez toujours à l'idée que la température c'est une agitation moléculaire. Donc quand vous avez des molécules qui arrivent ici, elles gagnent en température, donc elles sont plus agitées, et ensuite elles vont se balader et vont transmettre cette agitation à l'ensemble des autres molécules qui sont autour, et vous avez un phénomène convectif qui va se mettre en place. Et dans la convection, il y a une loi qui est intéressante d'avoir à l'esprit, c'est ce qu'on appelle la loi de Newton, et qui dit qu'en fait la puissance thermique transmise par convection, ça va être proportionnel à la géométrie de votre système, très souvent à la surface de contact S et à la différence de température entre le système qu'on considère et le système auquel il est accroché, donc la température en général extérieure. Et donc ça vous donne une idée de l'énergie thermique que vous pouvez récupérer proportionnellement à la différence de température. Plus il y a une différence de température importante, plus le transfert va se faire à puissance importante, donc vous récupérerez beaucoup d'énergie en très peu de temps. D'ailleurs, au passage, c'est une des choses auxquelles vos capteurs, les capteurs que vous avez dans la peau, ne sont pas des capteurs de température, mais sont plutôt des capteurs de puissance, donc ils vont être sensibles à la quantité d'énergie que vous récupérez par unité de temps. Je vous enjoins à faire la petite expérience suivante. Vous prenez un livre, vous prenez un morceau de métal qui a à peu près les mêmes dimensions que le livre, vous mettez les deux au frigo pendant une journée et puis le lendemain, vous les ressortez du frigo. Lequel est le plus froid? Réfléchissez. Quand vous les touchez, quelle est la sensation qui vous dit, votre corps vous dit, celui-là il est plus froid? Naturellement, ça va être le métal qui vous semblera beaucoup plus froid que le livre. Pourtant, si vous faites ça à la caméra thermique pour mesurer la température, vous verrez qu'ils ont très exactement la même température. Il n'y a pas de différence de température. En revanche, comme le livre est un objet qui a une conductivité thermique qui est relativement faible, il va vous transmettre beaucoup moins d'énergie par unité de temps que ce que le métal est capable de faire, étant donné que lui c'est justement un bon conducteur, donc bon conducteur de l'électricité et aussi bon conducteur de la chaleur, puisque c'est principalement relié aux électrons qui se baladent et qui sont libres de se balader dans le métal. Donc lorsque vous touchez le métal, tout d'un coup il vous donne toute l'énergie qu'il a à disposition, donc votre main. Alors ça c'est si jamais il est chaud, mais là en l'occurrence comme il est froid, c'est vous qui fournissez très rapidement l'énergie au métal. Votre corps, puisque lui ce qui l'embête en fait, c'est pas tellement la température, c'est les transferts énergétiques. Recevoir beaucoup d'énergie ou perdre beaucoup d'énergie par conduction, ça va l'embêter. Donc votre corps vous indique attention, là c'est froid ou là c'est très chaud, enlevez la main. C'est un phénomène pour vous permettre de vous sauver d'un danger potentiel lorsque vous êtes dans la nature. Et donc ça vous prévient sur les transferts énergétiques et pas du tout sur la température. Même si de fait vous avez fini par apprendre que les objets qui sont chauds, les objets qui ont une grande température, du fait justement de cette loi de Newton, ont tendance à vous fournir plus d'énergie et donc vous assimilez la puissance à la température, alors même que si vous prenez deux objets à la même température mais qui, du fait de la géométrie, vous transmettent pas la même puissance, du fait de ce petit H là en particulier, vous allez vraisemblablement vous tromper en fait sur l'interprétation en termes de qui est plus chaud que l'autre. Alors, on va faire un petit résumé. Donc, en résumé, quand vous avez, on va faire un petit tableau, hop, avec la situation typique,
le schéma, le processus physique et un exemple. Donc quand vous avez un contact mécanique entre le corps chaud et le corps froid, vous avez le transfert par conduction directe. Vous avez un corps chaud et un corps dont la température peut varier. La température va varier du fait du contact. Donc vous avez une certaine surface de contact. Donc ça, c'est la conduction qui se fait en direct comme ça. Donc c'est un procédé de transfert par conduction. Et là, c'est typiquement quand vous touchez, un exemple, c'est quand vous touchez une vitre en hiver. Donc vous avez la sensation, vous avez un transfert entre votre main et la vitre. Généralement, si on est hiver, la vitre est froide. Et donc c'est vous qui transférez de l'énergie vers la vitre. Vous avez ensuite un contact indirect. Donc ça, c'est un contact direct. Contact indirect. Donc ça, c'est quand vous avez un corps chaud et le corps qui vous intéresse, et puis les deux sont plongés dans un fluide, donc de l'air par exemple. Donc ça, c'est le transfert qu'on appelle transfert conducto-convectif. Pourquoi conducto-convectif? Parce qu'il y a contact ici entre l'air et la source chaude, contact entre l'air et vous, ou le système qui est considéré. Et la convection, c'est le transport de l'air chaud vers la zone où il pourra échanger avec le système qui nous intéresse. Et donc, vous avez des passages comme ça. Et là, l'idée, ça va être quand vous avez, par exemple, un circuit de refroidissement. En chimie, quand vous avez un réfrigérant de refroidissement, votre réfrigérant, vous injectez de l'eau froide qui va échanger avec le système et ensuite qui va repartir. Alors, bien sûr, ça pourrait être en boucle quand c'est thermostaté, donc vous chauffez d'un côté et puis vous essayez d'avoir une température, de forcer la température de l'autre côté. Vous avez aussi votre cuillère dans le café, ou dans le chocolat, c'est meilleur le chocolat. Donc la cuillère dans le chocolat qui vous permet d'homogénéiser la température à l'intérieur de votre chocolat. Et donc s'il n'y a pas de contact du tout, il nous reste quand même un moyen de faire un transfert énergétique. C'est justement le transfert par rayonnement. Et ce transfert par rayonnement, c'est pour l'exemple, c'est comme ça que le Soleil envoie toute son énergie vers la Terre. Vous avez la petite étoile et puis la Terre qui est ici, puis on reçoit les photons à l'origine de ce transfert. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va repartir un petit peu dans du vocabulaire. J'en ai déjà parlé, mais c'est important, donc on le met sur le tapis. Donc au niveau du vocabulaire. Donc déjà, quand on parle des parois d'un système, on parle de parois adiabatiques ou athermanes ou calorifugées. Donc là, vous demanderez à Louis pour une analyse étymologique de la chose dans les commentaires. Donc, une paroi calorifugée, c'est des parois qui empêchent tout transfert thermique au travers. Ou au moins en première approximation. C'est-à-dire que si l'évolution est rapide, donc ça ne permet pas des transferts, ou vous avez mis de la laine de verre autour pour essayer d'isoler un maximum, mais ça ne sera jamais parfait. Mais en première approximation, ça empêche tout transfert thermique. Et donc, dans les exercices, on va très souvent faire cette supposition-là, à tort ou à raison, mais en tout cas pour faire les calculs, ça nous permettra de poser un certain nombre de choses, donc ça empêche tout transfert thermique au travers des parois. Donc il n'y a pas d'échange thermique, et là l'exemple type c'est le vase de Ward pour les bouteilles thermos,
qui sont, alors là, ils sont triplement normalement isolés. Vous avez un truc qui est en verre à l'intérieur, c'est pour ça que normalement c'est fragile à manier avec précaution. Ensuite, autour du verre mais à l'intérieur quand même de la partie gourde, vous avez une partie qui est vide, donc il n'y a pas de matière, ou du moins très peu de matière, de manière à limiter les transferts conducto-convectifs. Et ensuite, vous avez la partie extérieure, et de la sorte, vous pouvez mettre votre chocolat chaud, il va rester chaud pendant suffisamment longtemps pour pouvoir en profiter pendant toute l'après-midi. Ensuite, donc ça c'est au niveau des parois. Au contraire, vous avez les parois diathermes ou diathermanes. Donc les parois diathermanes et permettent les échanges thermiques. Ça ne veut pas dire que la température va être la même à l'intérieur et à l'extérieur à tout moment, mais en tout cas, ça va tendre vers une différence de température nulle. Donc permettre les échanges thermiques de manière parfaite. Ce qui veut dire qu'on tend une même température. Une fois qu'on a discuté des propriétés des parois, on peut parler des propriétés des transformations. Alors on les a déjà toutes discutées, mais on va les rappeler ici parce que c'est l'endroit où c'est important, et puis c'est important de bien savoir à quoi ça correspond. Donc, si vous avez une transformation qui est adiabatique, donc ça c'est le terme de vocabulaire le plus nouveau dans l'affaire. Si la transformation est adiabatique, ça veut dire, ou l'évolution est adiabatique, ça veut dire que le système ne reçoit aucun transfert thermique. Le système ne reçoit aucun transfert thermique. Alors les transferts thermiques, on va tout de suite prendre l'habitude en thermo, on les note Q pour quantité de chaleur, quantity of heat à la base, mais on ne parle plus du tout de quantité de chaleur, on parle vraiment de transfert thermique pour appuyer le fait qu'on fait un transfert d'énergie d'une source vers une autre. Donc si le système ne reçoit aucun transfert thermique de la part du milieu extérieur. Alors ça c'est important, c'est vraiment le milieu extérieur qui joue, parce que quand vous avez un système, par exemple, vous prenez un système avec deux compartiments qui vont avoir par exemple des températures différentes, et vous prenez le système entier, c'est les deux compartiments. Un compartiment peut très bien transférer de l'énergie sous forme thermique à l'autre compartiment, sans que, pour autant, la réaction, l'évolution globale du système peut quand même rester adiabatique, parce que l'ensemble est coincé dans sa boîte et ne peut pas, qui est calorifugé, et ne peut pas échanger d'énergie thermique, de transfert thermique avec l'extérieur. Donc ne peut pas faire de transfert thermique avec l'extérieur. Donc ça c'est la première chose, et donc dans les calculs, ça voudra dire que le transfert thermique reçu du milieu extérieur est nul, et ça va se noter Q égale 0. Ensuite, vous avez une transformation isotherme, donc ça on l'a rappelé explicitement à la section précédente. Ces deux conditions, le fait que la transformation soit quasi statique, que la température reste constante, la température du système reste constante, et puis vous avez la transformation monotherme, où vous êtes en contact avec une source de chaleur, ou un thermostat, en contact avec une source de température extérieure qui est constante sur la paroi et qui reste constante. Là, le bon exemple à avoir, c'est la tarte que vous sortez du four et qui se refroidit tranquillement en contact avec l'atmosphère. Bien, et dernier point de vocabulaire, justement la définition du thermostat. Thermostat, donc rien à voir avec le thermostat que vous pouvez avoir à vos radiateurs pour mesurer la température, rien à voir du tout. Ce qu'on appelle un thermostat, c'est un système de température constante qui est susceptible d'être utilisé pour faire des transferts thermiques avec votre système, donc susceptible d'être utilisé pour réaliser des transferts thermiques
avec un corps placé à son contact. Donc c'est quelque chose qui a une surface de contact que vous pouvez appuyer sur un autre corps et il va donner ou recevoir un transfert thermique sans avoir de modification de sa température. Et donc la température du corps, enfin du thermostat, va rester constante. Alors remarque, cette définition impose que pour le thermostat, l'évolution soit réversible. Et ça sera une importance particulière dans le chapitre T5 sur l'entropie. Donc cette définition impose une évolution réversible pour le thermostat. Donc CF T5, ça aura une importance particulière à ce moment-là. Alors, un thermostat, comme d'habitude, c'est un modèle, c'est-à-dire qu'il n'existe pas de système dans la vraie vie qui reste strictement à une température constante quand vous lui demandez de donner ou de recevoir de l'énergie. Il y a toujours des petites variations. Mais on va pouvoir approcher ce système-là sur une échelle réduite pour un transfert thermique fini, absorbable. C'est sûr que si vous lui faites absorber une infinité de transferts thermiques, au bout d'un moment, il y a quand même la température qui va changer ou il va se passer des choses. Par exemple, donc des exemples pratiques de thermostat, c'est vous prenez un bac dans lequel vous mettez de l'eau avec des glaçons. Donc vous avez un mélange eau-glace en supposant que la température du glaçon puisse être homogène, ce qui n'est pas le cas, parce que quand vous sortez les glaçons du congèle et que vous les mettez dans l'eau, vous avez la partie extérieure qui va effectivement être à 0 degré, mais le cœur du glaçon va quand même encore rester à moins 18 et va s'échauffer ou sa température va changer au fur et à mesure, mais il ne va pas être bien homogène. Bon, supposons donc que les glaçons soient suffisamment petits pour pouvoir supposer que la température est homogène à l'intérieur. Donc quand vous avez un mélange eau-glace, il reste à 0 degré sous pression atmosphérique. Et donc ça ne change pas quand même beaucoup en fonction de la pression. Souvenez-vous, dans le diagramme PT, il y a une barre verticale, ce qui veut dire que quand la pression change, la température de changement d'état ne change quasiment pas pour le mélange eau-glace. Donc ça reste à 0 degré tant qu'il y a un mélange, tant qu'il y a mélange. Donc tant qu'il y a de la glace ou tant qu'il y a du liquide. En règle générale, c'est si vous l'utilisez avec un truc à température plutôt ambiante à mettre en contact, c'est plutôt la glace qui va avoir tendance à disparaître. Et donc, il est capable d'absorber un certain transfert thermique, donc de recevoir là pour le coup un transfert thermique de la part de votre système qui est un petit peu plus chaud, jusqu'à ce que toute la glace soit fondue et à partir de ce moment-là, sa température va augmenter. Donc c'est une bonne approximation de thermostat tant qu'il y a un mélange. C'est ce qu'on peut faire de plus proche d'un thermostat tant qu'il y a un mélange. Donc ça, c'est la première manière pratique de le faire. Deuxième manière pratique de le faire, c'est d'utiliser des trucs qui sont tellement grands que l'énergie que vous pourriez lui piquer ou lui donner est complètement négligeable par rapport à l'énergie qu'il faudrait pour l'augmenter par exemple d'1 degré. Donc prendre un système très grand, par exemple l'océan ou l'atmosphère. Et comme le système il est très grand, ça veut dire que la capacité thermique va être très grande aussi. Et on va voir que pour un système qui évolue sans variation, sans transfert d'énergie sous forme de travail mécanique, on va pouvoir écrire que le transfert thermique reçu correspond à la variation d'énergie interne, et cette variation d'énergie interne, si je prends l'atmosphère qui est un gaz parfait, ou alors l'océan qui, on va dire, est un liquide incompressible indilatable, pas tout à fait vrai, mais déjà dans un premier temps, ça va s'écrire CV delta T, et si CV il est très grand, ça veut dire que lui, il va être petit, cette variation de température. Donc en pratique, votre système qui est plongé dans l'océan va avoir une variation de température importante, mais l'océan lui-même ne va pas avoir une grosse variation de température. Imaginons, il y a une météorite
Donc vous avez une météorite comme ça qui arrive dans l'océan, hop. Alors une météorite pas trop grande, disons une dizaine de mètres de diamètre, elle arrive dans l'océan, elle est très chaude cette météorite. Localement, effectivement, l'eau va s'échauffer, mais si on attend que le tout s'homogénéise avec le reste de l'océan, la température globale de l'océan ne va pas augmenter. Donc elle va rester toujours à peu près à sa valeur moyenne, il y aura un millième de degré en plus peut-être, et encore. Donc ça c'est valable pour l'océan, c'est valable pour un très grand lac, hein. Si vous allez vous baigner dans le lac de Genève, c'est vous qui allez vous refroidir avant d'avoir réussi à réchauffer le lac de Genève jusqu'à 37 degrés Celsius. Tout est un problème de quantité d'énergie, c'est un petit peu comme en mécanique, quand vous aviez la quantité de matière, vous avez Hercule qui se balade, vous avez le 36 tonnes qui arrive. Si les deux vont à 10 mètres par seconde, c'est quand même Hercule qui perd parce qu'il y a énormément de quantité de mouvement dans le 36 tonnes. Donc la variation de quantité de mouvement va être... la variation de quantité de mouvement totale est nulle. Et Hercule et le 36 tonnes ont la même variation de quantité de mouvement, enfin, dès que la somme soit égale à 0, sauf que la variation relative par rapport à la quantité de mouvement totale va être beaucoup plus faible, le pourcentage de variation va être beaucoup plus faible pour le 36 tonnes que pour Hercule. Donc ça nous permettra de faire des raisonnements avec des contacts avec quelque chose dont la température va être en première approximation supposée constante. Bien sûr, si vous voulez faire de la thermodynamique qui est plus détaillée et plus exacte, il va falloir prendre en compte le fait que vos thermostats ne sont pas des thermostats idéaux et puis voir ce que ça va changer. Mais dans un premier temps, ça nous permet déjà de faire pas mal de prédictions et de dire comment vont fonctionner vos systèmes. Alors on va faire une dernière section pour regarder plus particulièrement les transformations adiabatiques, parce que on les retrouve très très souvent, ou plus exactement, on va pouvoir approximer pas mal de transformations en disant qu'elle est adiabatique parce que la transformation est suffisamment rapide pour que les échanges thermiques, qui sont des échanges qui sont lents, n'aient pas le temps de se faire sur cette échelle de temps. Alors, je remets encore une fois la définition, ça c'est pour Henri, pour être sûr que elle ait été bien présente dans votre esprit. Donc une transformation adiabatique, c'est une transformation au cours de laquelle il n'y a pas de transfert thermique entre le système et le milieu extérieur. Donc pas de transfert thermique entre le système et l'extérieur. Donc, ça veut dire que Q, le transfert thermique reçu par le système, on reparlera de ces histoires de convention, c'est toujours la convention dans le sens où c'est positif si vous recevez quelque chose, qu'on appelle parfois la convention du banquier, si vous regardez votre compte en banque. Les apports positifs sur votre compte en banque, c'est l'argent que vous avez reçu, et puis les apports négatifs, c'est l'argent qu'on vous a pris, parce que vous avez payé quelque chose, et donc vous avez dépensé de l'argent. Donc ça, c'est la définition. Ensuite, les réalisations possibles. Donc là aussi, j'en ai déjà parlé souvent, parce que, en passant comme ça, parce que c'est vraiment important, mais ça fait partie des choses qu'il faut répéter pour que ça rentre bien. Donc, une première manière de le faire, c'est construire une enceinte calorifugée. Calorifugée, ça veut dire il ne peut pas y avoir de transfert thermique. On essaye de limiter au maximum les transferts thermiques entre l'intérieur de l'enceinte et l'extérieur de l'enceinte. Donc ça, c'est faisable, mais c'est jamais parfait parce qu'il y a forcément un petit peu d'énergie qui se propage. Donc le mieux pour isoler, c'est de mettre un isolant. Le meilleur isolant, c'est le vide. Et même avec le vide, vous pouvez avoir des transferts thermiques par rayonnement qui vont passer de l'un et puis ensuite aller sur le reste de la paroi et se propager. Donc il existe des matériaux qui sont très très isolants, des matériaux, par exemple le four dans la cuisine, vous allez avoir que sur les côtés, pour éviter que le système qui vous permet
enfin les éléments de cuisine qui sont à côté s'enflamment, il faut quand même que ce soit relativement isolé de l'intérieur qui peut monter jusqu'à 300-400 degrés selon les fours. Donc ça c'est un truc. Vous avez les bouteilles thermos, vous avez tout un tas de systèmes qui permettent vous pouvez mettre de la laine de verre autour des tuyaux pour essayer de l'isoler au maximum, mais c'est jamais parfait. Donc déjà là, de toute façon, on a forcément une approximation. Après, reste à voir si l'approximation est à peu près correcte ou pas. Deuxième réalisation possible, c'est de faire rapidement, quand vous faites une évolution plus rapide, donc si l'évolution est plus rapide que le temps nécessaire à l'établissement de l'équilibre thermique. Donc si vous savez que quand vous échauffez un petit gaz dans votre piston, là par exemple, il lui faut 10 minutes pour être bien à la température de nouveau de l'extérieur, bah, si vous êtes en train de pomper de l'air pour mettre dans votre vélo, vous faites ça sur quelques secondes, chaque piston, chaque moment où vous êtes en train de pomper de l'air va être des évolutions à peu près adiabatiques. Après, sur le long terme, ça va quand même suffire à chauffer les choses. D'ailleurs, ça se sent quand vous touchez l'embout de votre pompe. Si vous avez encore une ancienne pompe là, qui est comme ça, plutôt qu'une pompe à manomètre, les embouts métalliques qui sont là, je vous déconseille de les toucher tout de suite parce qu'ils sont chauds. Alors, ils sont chauds, il n'y a quand même pas tellement d'énergie qui allait parce que justement, le métal a une faible capacité calorifique et donc sa température augmente fortement alors qu'on lui donne pas beaucoup d'énergie comparativement à d'autres systèmes comme l'eau. Voilà, et donc il suffit que l'évolution soit suffisamment rapide pour qu'on n'ait pas eu le temps d'atteindre l'équilibre thermique, un petit peu comme quand vous essayez de vous alimenter un condensateur avec une tension sinusoïdale. Bah, le condensateur, il essaye de suivre, mais le temps qu'il monte, l'autre est déjà en dessous, et donc la tension du condensateur va varier très peu. Bah, là, c'est pareil, le transfert thermique, si vous avez tendance à aller vers un truc plus chaud et vers un truc plus froid, après, entre les deux, et que votre corps ait une température entre les deux, le transfert thermique vers l'un ou vers l'autre va changer, va être très faible. Alors attention, adiabatique ne veut pas dire isotherme. La température peut changer, d'ailleurs la température va changer. C'est exactement ça, quand vous faites un pompage pour votre pompe à vélo, la température du gaz augmente. Elle augmente d'ailleurs assez fortement, ce qui est justement caractéristique du fait que vous vous brûlez quand vous touchez les embouts métalliques. Donc ça, c'est l'erreur à ne surtout pas commettre. Donc je l'ai déjà dit plusieurs fois. Je compte sur vous pour vous mettre un super plat table là. Donc l'erreur à ne pas commettre, on va la mettre en rouge, c'est le fait que ce soit adiabatique n'est pas équivalent au fait que ce soit isotherme. C'est vraiment important. Il n'y a pas d'équivalence et en particulier, c'est souvent faux lors d'une transformation isotherme pour un gaz parfait. Par exemple, si vous le comprimez mais vous le forcez à rester à température ambiante, étant donné que la compression fournit de l'énergie, cette énergie elle doit repartir et elle va repartir sous forme de transfert thermique. Et réciproquement, si vous faites une dépression, vous décomprimez votre gaz. Au contraire, si vous empêchez cette énergie de sortir, quand vous le comprimez, le gaz, pour stocker cette énergie supplémentaire, il n'a pas d'autre choix qu'élever sa température. Donc là, la grosse différence par rapport à la vie de tous les jours, c'est que dans la vie de tous les jours, les variations de température sont presque uniquement induites par des transferts thermiques parce qu'il n'y a pas de travail mécanique. C'est rare que vous ayez une turbine dans votre cuisine pour pouvoir faire de la thermo digne de ce nom. Donc, ça veut dire que dans l'intuition de tous les jours, le transfert thermique est effectivement relié à la température. Et ça, c'est ce que vous avez appris à voir, que si vous avez un truc qui est chaud, il ne faut pas le toucher parce que sinon, ce qui est dangereux, c'est le transfert d'énergie. Et si c'est chaud, il y a plus de chances que vous ayez un transfert d'énergie. Ça, c'est des millions d'années d'évolution qui vous ont dit, attention, si c'est chaud, c'est dangereux. Ils ont raison, mais pour la vie de tous les jours. Pour les trucs que nous, on va étudier, il faut se faire une autre intuition, et cette intuition en particulier fait intervenir le fait qu'il n'y a pas d'équivalence entre adiabatique
et isotherme. C'est pas du tout la même chose. Alors, lors d'une évolution adiabatique, on a ce qu'on appelle la loi de Laplace. On a déjà vu Laplace en induction, c'est le même, Pierre-Simon de Laplace, savant français de l'époque de Napoléon. Et alors, pour qu'il y ait loi de Laplace, on a besoin d'un certain nombre d'hypothèses, qui, dans beaucoup d'exercices, sont effectivement vérifiées. Donc, par contre, il faut quand même, comme en maths, normalement, pour application d'un théorème, il faut bien se dire, est-ce qu'on a toutes les hypothèses? Faites attention, parce que celui qui m'applique la loi de Laplace quand j'aurai de l'eau liquide, il va se prendre une remarque. Voilà. Donc, la loi de Laplace, première chose, le système, il est fermé et c'est un gaz parfait. Donc, c'est un système fermé constitué uniquement d'un gaz parfait. Vous avez, deuxième hypothèse, le coefficient de Laplace, qu'on note gamma, et qui, par définition, vaut Cp sur Cv. Alors, je peux mettre le molaire ou pas si je veux, mais souvent on le définit en fonction de la valeur molaire. Donc, le coefficient de Laplace gamma du gaz, parfait, puisque j'ai un système qui est uniquement un gaz parfait, c'est donc un gaz, et pas un liquide. Donc le coefficient de Laplace ne dépend pas de T, de la température, sur la zone d'évolution étudiée. Donc il faudrait normalement vérifier ça a posteriori, c'est-à-dire que vous supposez qu'il ne dépend pas de la température, vous étudiez et vous déterminez du coup la température finale de votre système, et si la température finale de votre système c'est 30 000 Kelvin, là vous pouvez dire il y a peut-être un souci. Si c'est à 500 Kelvin, c'est bon, il n'y a pas de souci. Si c'est 1200 Kelvin, ça va encore. Mais si ça dépasse les 2000, 3000 Kelvin, vraisemblablement, vous n'aviez pas le droit d'utiliser la loi de Laplace à cet endroit-là. Ceci dit, ce que ça va vous dire, c'est que la température va forcément augmenter et à un moment, de toute façon, votre paroi, elle va fondre. Donc, vous ne pourriez de toute façon pas arriver jusqu'à la fin de l'expérience. Donc, il faut faire attention à ça. Donc, ça, c'est la deuxième hypothèse. La première, c'est quand même important, c'est votre gaz parfait. Ensuite, celui-là, la plupart du temps, est quand même bien vérifié. Et la dernière hypothèse, c'est que l'évolution ou la transformation étudiée est adiabatique. C'est normal, sinon je ne le mettrai pas dans cette section-là. Et quasi statique. Alors, vous verrez parfois des hypothèses plus fortes où on demande qu'elle soit adiabatique et réversible. Il se trouve que pour ce cas-là, quasi-statique est synonyme d'irréversible. On peut montrer que si on a juste quasi-statique avec gaz parfait, gamma dépend de la température, à ce moment-là, est adiabatique, et à ce moment-là, ça sera forcément réversible. Donc, alors, si on a toutes ces hypothèses, alors il y a un lien particulier entre la pression et le volume de votre gaz qui dit que la pression fois le volume à la puissance gamma est constante au cours de la transformation. Donc, ça c'est, vous entendrez souvent parler, PV gamma égale constante, c'est la loi de Laplace. Et on va l'utiliser. En l'occurrence, l'utilisation habituelle qu'on en fait, c'est de dire, voilà, j'avais une pression initiale, un volume initial. À la fin, j'arrive à une pression finale avec un volume final. Souvent, je connais les conditions initiales et la pression finale, par exemple. Je peux déterminer le volume final en isolant là-dedans. Donc, il faudra réviser un tout petit peu la manipulation des puissances. Alors, c'est pas des maths de haut niveau, mais c'est des maths que vous devez maîtriser et faire attention. Notamment, prendre la racine gamma-m, c'est pas prendre la puissance moins gamma. Il va y avoir des trucs comme ça. Là, en l'occurrence, vous allez avoir, par exemple, le volume final qui est égal au volume initial multiplié par la pression finale sur la pression initiale à la puissance
alors non, c'est la pression initiale sur la pression finale à la puissance 1 sur gamma. Donc faites attention, entraînez-vous de nouveau pour vérifier que vous savez bien manipuler vos puissances, de sorte que ça fonctionne correctement. Alors remarque, on en a en fait 3 pour le prix d'un. Celle-là, c'est celle qui est la plus facile à retenir, parce qu'il n'y a pas d'histoire de 1, de moins 1 ou de choses comme ça qui traînent. Donc PV gamma égale constante, je conseille de la retenir. Mais après, vous savez que P, il s'écrit nRT sur V. N étant constant, puisque j'ai un système fermé, quand je le remplace là-dedans, ça me fait nRT V puissance gamma moins 1 qui est égal à une constante. Donc T fois V puissance gamma moins 1 qui est égal à une autre constante, celle d'avant divisée par NR. C'est aussi constant lors de l'évolution. Donc ça veut dire que vous allez avoir du T V puissance gamma moins 1 qui est égal à une autre constante que celle-là. Mais de toute façon, comme vous allez l'utiliser sous cette forme-là, vous allez dire TI-VI puissance gamma moins 1 égale TF VF puissance gamma moins 1. Et puis vous isolez, je ne sais pas si vous cherchez la température, de nouveau si vous cherchez le volume connaissant la température. Bref, vous regardez qu'est-ce qui va être à disposition. Bon, on a ça, mais je peux aussi dire que V c'est nRT sur P et remplacer le volume là-dedans. Donc je me retrouve avec du P fois nr puissance gamma, nr il va pas partir dans la constante, on s'en fiche, t puissance gamma, et p puissance moins gamma, puisque c'est du 1 sur p à la puissance gamma, donc j'aurai du p puissance 1 moins gamma, t puissance gamma, qui est elle aussi, enfin c'est un produit qui est lui aussi constant lors de l'évolution. Donc là, 3 lois de Laplace, une seule à retenir, et les autres à savoir retrouver. C'est important, et puis surtout, les constantes ne sont pas les mêmes à chaque fois, mais parce que sinon, de toute façon, c'est pas homogène. Mais ce qui est important de savoir retrouver, c'est quel est le produit qui va être constant, et notamment lequel nous arrange. Parce que très souvent, on connaît une des variables d'état au début et à la fin, par exemple la température, et si on cherche la pression, on va utiliser cette formule-là. Si on cherche le volume, on va utiliser celui-là. Si on connaît les pressions, on cherche le volume, on va utiliser celui-là. Bref, utilisez l'outil qui vous arrange là-dedans et qui va correctement marcher. Bon, et alors, dernière chose, justement ce que je vous disais tout à l'heure, le fait que de temps en temps, vous allez trouver que l'hypothèse plus forte, a priori réversible, l'hypothèse a priori plus forte qui dit que la transformation doit être réversible et pas seulement quasi-statique. Alors, moi j'aime bien aussi que cette transformation, on peut aussi dire, elle est rapide mais pas trop brutale. Rapide dans le sens, il faut que l'évolution soit assez rapide pour qu'on ne puisse pas atteindre l'équilibre thermique, mais pas trop brutale ou pas trop rapide finalement, dans le sens, ça doit quand même rester quasi statique. Quasi statique, ça veut dire ça bouge presque pas. Donc il faut que ça bouge vite, mais que ça bouge lentement finalement. Ça peut paraître assez contre-intuitif, mais c'est juste que quand on considère que c'est adiabatique, c'est que ça bouge vite sur 1 minute ou plusieurs minutes. Donc si vous bougez sur quelques secondes, ça va. Mais ça doit bouger lentement par rapport à l'agitation de vos molécules qui se baladent, je vous le rappelle, à 500 mètres par seconde. Donc un truc qui bouge à quelques mètres par seconde, et un piston qui bouge d'1 mètre par seconde, déjà en 1 seconde, il a fait 1 mètre, c'est déjà une grosse quantité. Comparé à 500 mètres par seconde, c'est rien. Donc on est assez tranquille de ce côté-là, ça doit être rapide mais pas trop rapide, dans le sens rapide par rapport à l'équilibre thermique mais pas trop rapide par rapport à l'équilibre de pression qui peut avoir lieu à l'intérieur de votre récipient. Alors, donc ce que je vous disais pour le quasi-statique et le réversible, donc souvent on trouve cette hypothèse un petit peu plus forte de réversibilité, d'ailleurs on va démontrer donc ça c'est une remarque pour votre futur vous de dans 2 semaines. La démonstration de Laplace va être dans T5.
où justement on va dire que l'évolution est en fait isentropique. Et le fait que ce soit adiabatique et réversible, là, ça nous permettra de dire que l'entropie reste constante lors de cette évolution, et de la formule de l'entropie d'un gaz parfait, on pourra en trouver ce qui va se passer. Et alors, en fait, à chaque fois que vous avez une transformation, si jamais la transformation n'est pas réversible, pas vraiment réversible, on trouve toujours, donc si on va se marquer comme ça, si la transfo n'est pas réversible, on trouve toujours une des hypothèses qui est mise en défaut. Alors bien sûr, pas l'hypothèse de gaz parfait, parce que ça on suppose quand même que si vous appliquez la place, vous avez bien pris un gaz parfait. Celle-là non plus, mais c'est sur les deux hypothèses qui est mise en défaut. Donc, soit c'est pas adiabatique, soit c'est pas quasi-statique. Bref, si c'est pas réversible, ça va donner des problèmes à ce niveau-là. Par exemple, si on prend un piston qui est là et hop, vous appuyez sur votre piston pour le comprimer, là, vous allez pouvoir avoir des frottements sur les bords. Ces frottements vont échauffer les parois. Et si ça échauffe les parois, ça veut dire qu'il y a un transfert thermique entre les parois et votre gaz à l'intérieur du piston. Et donc on n'a pas une réaction qui est adiabatique. Et les frottements, c'est caractéristique d'une irréversibilité qu'il va y avoir. Et si vous mettez le piston ou les parois avec dans le système, en vous disant c'est pas grave, je le mets avec dans le système, et comme ça mon ensemble de mon système est bien adiabatique, à ce moment-là, c'est le gaz parfait. Hein, soit plus de gaz parfait seul. À ce moment-là, vous n'avez plus que du gaz parfait dans votre système, et donc la loi de Laplace ne va pas être applicable. Bon, il y a quand même beaucoup de cas où ce sera applicable, alors où ça sera un petit peu la formule magique, mais attention quand même à vérifier que vous ayez un gaz. N'appliquez pas ça sur de l'eau liquide, parce que l'eau liquide, c'est pas un bon gaz parfait. L'eau vapeur, par contre, c'est un bon gaz parfait, mais l'eau liquide, non. Et que la transformation soit bien adiabatique et pas trop brutale, qu'elle se fasse tranquillement pour votre gaz. Voilà, c'est tout pour ce chapitre. Dans le prochain chapitre, on va regarder plus particulièrement le premier principe. On va introduire cette notion de premier principe et faire le lien, en fait, entre les variations d'énergie interne et les transferts d'énergie, soit sous forme mécanique avec le travail, soit sous forme thermique avec le transfert thermique.